L'exercice 35 porte sur la houle, un thème que vous avez déjà abordé dans l'activité documentaire du chapitre 1 et sur lequel vous avez réalisé une carte mentale avec du vocabulaire. Dans le document 1, on vous rappelle le mécanisme de formation de la houle. Dans le document 2, on vous indique deux relations permettant de calculer la célérité des ondes en fonction de la profondeur de l'eau. En eau profonde, la célérité est proportionnelle à la racine carrée de la longueur d'onde de l'onde, et en eau peu profonde, la célérité est proportionnelle à la racine carrée de la profondeur de l'eau. C'est le cas particulier du TP que vous avez réalisé en étudiant deux vidéos de propagation d'ondes à la surface d'une cuve à ondes, où on avait trouvé que plus la profondeur était grande, plus la célérité était grande. Alors, dans cet exercice, dans la démarche experte, on vous propose de trouver une méthode pour déterminer la célérité de la houle présente sur la photographie en eau profonde et aussi en eau peu profonde, c'est-à-dire au niveau de la côte où attendent les surfeurs. Alors en eau profonde, il suffit d'utiliser la relation V célérité égale racine carrée de G lambda sur 2pi, où G est la constante de pesanteur, lambda la longueur d'onde de l'onde, et 2pi donc une constante. L'astuce est donc de penser sur la photographie à déterminer par une mesure à la règle la longueur d'onde de l'onde. À l'aide de l'image qui est fournie ici, on remarque que les deux pointes de la flèche sont séparées de 1, 2 et 3 intervalles. Il y a 4 vagues, 3 intervalles, donc 3 longueurs d'onde. Ces 3 longueurs d'onde représentant 180 mètres, on peut en déduire qu'une longueur d'onde, donc la distance séparant par exemple 2 maximum ici, et donc de 180 divisé par 3, ça fait 60 mètres. En application numérique, on obtient alors avec G égale 9,8 Newton par kilogramme, lambda égale 60 mètres, une célérité de 9,7 mètres par seconde. Pour les surfeurs qui sont au bord de la plage, tout près de la côte, en eau peu profonde, le document nous indique une profondeur d'eau de 4 mètres, et donc en appliquant la relation V égale racine de GH, on obtient racine de 9,8 fois 4, ça fait 6,3 mètres par seconde. Pour déterminer la fréquence des vagues près du rivage, il faut penser aux propriétés fondamentales des ondes. La fréquence, qui est donc reliée aussi à la période de l'onde, est le seul paramètre qui ne dépend pas du milieu. Donc la fréquence, on dit que c'est une grandeur invariante. Ainsi, la fréquence de l'onde, qu'elle soit en eau profonde ou en eau peu profonde, ne change pas. Ce qui fixe la fréquence, c'est ce qui se passe à la source de l'onde. Une fois que l'onde est partie, a quitté la zone où elle était engendrée, cette fréquence, cette période, se conserve. Donc l'astuce pour la question 2, c'est de déterminer la période ou la fréquence de l'onde en eau profonde, là où on connaît la célérité et la longueur d'onde, et on pourra donc appliquer la formule du cours, et d'en déduire par invariance quelle est la même en eau peu profonde. Ainsi, on peut écrire que la période étant la seule propriété de l'onde qui ne change pas. Cette période, d'après la formule du cours, on sait que c'est le rapport entre la longueur d'onde et la célérité de l'onde. Ça vaut donc dans les unités du système international 60 mètres divisé par 9,7 mètres par seconde, ça nous fait 6,2 secondes en eau profonde, et donc aussi 6,2 secondes près du rivage. On sait que mathématiquement, la fréquence c'est l'inverse de la période, et donc la fréquence ce sera l'inverse de 6,2, soit 0,16 Hz. Ainsi, la fréquence de l'onde, de la houle, que ce soit en eau profonde ou en eau peu profonde, est constante et elle vaut 0,16 Hz. Concrètement, ça signifie que une vague déferle, une vague arrive sur la plage toutes les 6,2 secondes. L'exercice 36, l'aide au stationnement, est à mettre en lien avec la séance de travaux pratiques dans laquelle vous avez manipulé les émetteurs et récepteurs d'ultrasons et dans lequel vous avez rencontré la notion de propagation de salves ultrasonores avec une mesure de retard. Cet exercice, qui est une résolution de problème, est très proche de l'exercice 27 avec une émission et une réception de salves sur un obstacle. Ici, l'émission d'ondes ultrasonores est réalisée par un radar de recul positionné dans le pare-choc d'une voiture.
On vous indique dans le document 2 que ce radar est constitué d'un capteur qui est en fait à la fois un émetteur mais aussi un récepteur d'ondes ultrasonores qui va émettre des salves comme en travaux pratiques. La différence, c'est que comme dans l'exercice 27, l'émetteur est placé à côté du récepteur. Les ondes vont donc voyager de la voiture jusqu'à l'obstacle, puis se réfléchir, donc rebrousser chemin, et revenir vers la voiture où elles vont être détectées, elles vont être mesurées par le récepteur. Il est fondamental dans tous ces exercices où vous avez un phénomène de réflexion de bien penser que l'onde doit parcourir un aller et un retour avant de revenir vers le récepteur, et que donc le retard qu'il va y avoir entre deux salves correspond à un aller-retour, donc au double de la distance qui sépare la voiture ici, donc le capteur émetteur-récepteur, de l'obstacle dont il faut connaître la distance. On pensera donc dès la question 1 à tenir compte de cet aller et du retour, et donc à bien écrire que entre l'émission et la réception du signal de la salve, la distance parcourue vaut 2 fois d, ici 2 fois d-min pour la problématique de la première question. En appliquant la relation classique du retard, cette distance grand D équivaut donc 2 fois d-min est égale à v fois delta t. Ici, il s'agit de la célérité des ondes sonores ou ultrasonores, 340 mètres par seconde d'après l'énoncé, et delta t, c'est le retard. On peut donc calculer avec un d-min qui vaut 0,3 mètres que le retard à mesurer sera de 2 fois 0,3 sur 340, 2 fois d-min sur v son, c'est-à-dire 1,7 millisecondes. Avec un obstacle qui est donc situé à 0,3 mètres, l'onde ultrasonore va parcourir 0,6 mètres, 2 fois 0,3 mètres, 2 fois d-min, en 1,7 millisecondes. Or, 1,7 millisecondes, c'est la durée de la salve ultrasonore qui voyage du pare-choc de la voiture jusqu'à l'obstacle, puis à nouveau jusqu'au pare-choc de la voiture. Delta T1, le retard calculé ici de 1,7 millisecondes, c'est cette durée-là. Ainsi, question 2. Si la durée que met l'onde émise pour revenir au capteur est inférieure à delta T1, on va pouvoir expliquer pourquoi le capteur ne peut pas détecter l'obstacle. En effet, le capteur ne pourra pas détecter l'obstacle puisqu'il sera en mode émission. Si la distance est inférieure à 0,3 mètres, le retard sera inférieur à 1,7 millisecondes, la salve ultrasonore n'aura pas terminé d'être émise, et donc le capteur ne sera pas encore en mode enregistrement, ne pourra pas détecter le retour de l'onde, et ne pourra pas réaliser sa mesure de distance. Le problème à résoudre maintenant est d'expliquer la valeur de la portée maximale du capteur de l'aide au stationnement. Alors il faut raisonner de façon identique, à l'aide des retards et en pensant bien à l'aller et au retour. On peut le rédiger de la façon suivante. Qu'est-ce qui va limiter la portée du capteur? Alors cette fois, c'est pas la durée de la salve, mais ça va être la durée qui sépare l'émission entre deux salves. En effet, on vous dit que la périodicité des salves dans l'énoncé, c'est ici, est de delta T2 égale 12 millisecondes. Donc, entre par exemple cette date ici et cette date là, il s'écoule 12 millisecondes. Si l'obstacle est situé à une distance telle que le retard est supérieur à 12 millisecondes, alors à ce moment-là, il va y avoir à nouveau un souci de paramétrage de l'émetteur et du récepteur, le récepteur ne pouvant plus recevoir le signal ondulatoire puisqu'il sera repassé en mode émetteur. Donc au maximum, le plus grand retard que peut mesurer le système de capteur, c'est 12 millisecondes. Or 12 millisecondes, c'est une durée, correspond à une distance d telle que d égale v fois delta t. Or comme tout à l'heure, ce d correspond à un aller et un retour, il faut bien penser à multiplier par 2. Cette distance grand d équivaut v fois delta t2, ça sera 2 fois d max, où d max est la distance entre la voiture et l'obstacle maximal, tel que 2 fois d max correspondent à un retard de 12 millisecondes. Donc si on pose 2d max égale v fois delta t,
Alors on obtient Dmax égale V fois delta T sur 2, c'est-à-dire, quand on fait l'application numérique, pensez à convertir 12 millisecondes en secondes, donc 12 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 340 et divisé par 2, ça nous donne 2 mètres. On retrouve la valeur donnée dans l'énoncé. Si la distance entre la voiture et l'obstacle est de 2 mètres, l'onde doit parcourir 2 plus 2, 4 mètres en aller-retour, ce qui va correspondre à un retard maximum de 12 millisecondes. Au-delà de 2 mètres, le retard est supérieur à 12 millisecondes, les salves vont donc se chevaucher et le capteur ne pourra pas faire la mesure de distance. Pour conclure, les distances minimales et maximales que peut mesurer un radar de recul dépendent donc de la durée des salves en elles-mêmes. Ici, 1,7 millisecondes pour cette voiture implique 0,3 mètres de distance minimum, et dépend comme deuxième paramètre de l'intervalle de temps qui sépare deux salves, de la périodicité, en fait, de l'émission des salves. Ici, c'était 12 millisecondes, et ça implique une distance maximale de détection de 2 mètres. Donc, si vous prenez vos leçons de conduite, quand vous reculez avec la voiture de vos parents, vous penserez que si vous entendez des sonneries intermittentes, il n'y a pas de problème, vous pouvez reculer doucement, et quand la sonnerie devient continue, vous avez encore une bonne marge de manœuvre pour réaliser votre créneau, puisque vous êtes au tout début de la salve en continu, à 30 cm de la voiture qui est derrière vous, du mur qui est derrière vous, et donc vous pouvez encore reculer un petit peu, ça vous laisse une marge de manœuvre.